Après nos tribulations l'année dernière en la partie est du duché de France, nous avons porté nos pas en cette année de grâce 2012 au cœur de l'ancien royaume, en sa partie ouest, à la découverte de ses richesses, tels ses châteaux, résidences royales ou impériales. Giverny entretient la mémoire de Claude Monet. Les allées éclatantes de couleurs mènent au jardin d'eau et à son étang des nymphéas. À la Roche-Guyon, le château du siècle des Lumières est dominé par le donjon du château médiéval. Quelques Guys ont séjourné en la demeure. Le grand salon. Entre la Seine et le château s'étale le potager. « 250 marches taillées dans la falaise mènent au donjon et au pigeonnier qui compte 1 millier de boulins. À Mantes-la-Jolie, l'édification de la collégiale débuta en 1170 et s'étendit jusqu'au XIIIe siècle. Avec ses 33 mètres, la nef est presque aussi haute que celle de Notre-Dame de Paris. Manifeste de l'art classique français, maison, chef-d'œuvre de Mansart, a été édifié en 1651. Les équipages de Louis XIV arrivaient ici par la forêt de Saint-Germain. Le vestibule d'honneur. Dans l'appartement à l'italienne, la grande galerie est une salle des fêtes ou de concert.
La chambre du roi. La tribune des musiciens. L'ancienne chambre de la reine a été réaménagée par le maréchal Lannes. La salle à manger du comte d'Artois. Henri II, Charles IX et Louis XIV sont nés ici. Louis XIII y est mort et la plupart des rois de France résidèrent au château de Saint-Germain jusqu'au départ de Louis XIV pour Versailles en 1682. Le château royal abrite des collections archéologiques majeures des débuts de notre ère jusqu'au Moyen Âge. La Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre du gothique rayonnant, son édification commandée par Saint Louis a duré de 1230 à 1238. Construit en 1846 pour Alexandre Dumas père, ce château néo-Renaissance a vu passer le tout Paris au temps faste du comte de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires. L'écrivain invitait une vingtaine de convives chaque dimanche. Sur les hauteurs du parc, le château d'If était son cabinet de travail. Les titres de ses œuvres sont gravés sur les pierres de taille. L'ancien château du duc de Trévise a été aménagé en musée de l'Île-de-France. Le grand salon avec les portraits de Louis XV et de Marie Lesinska. Le petit salon rouge avec au mur le duc de Trévise. Le salon ovale est consacré à la faïence de Sceaux.
La salle à manger où trône une statue équestre de Louis XIV. L'escalier d'honneur restauré dans le goût du Second Empire. Statue en bronze doré d'après les originaux réalisés pour orner l'abreuvoir de Marly. Lit de Caroline Murat puis de Louis-Philippe. Le parc a été dessiné par Lenôtre. Le petit château. Vue sur le Grand Canal depuis la terrasse des Pintades. Au-dessus des grandes cascades dont l'eau se déverse en 10 paliers dans le bassin de l'Octogone. L'orangerie. Le pavillon de l'Aurore abritait fêtes et concerts. Ce château fut acquis par Joséphine en 1799 et fut le préféré de Bonaparte pendant la durée du consulat. Il est consacré aux souvenirs de Joséphine et de l'empereur. Le salon doré. Le salon de musique avec la harpe de l'impératrice et le piano de la reine Hortense. La salle à manger. La salle du conseil. Le bureau de l'empereur. La chambre à coucher de l'empereur. La table des maréchaux.
La chambre de Joséphine. Chambre d'apparat dotée d'une tente à 16 pans. Coffret à bijoux. À Marly-le-Roi, Louis XIV avait fait aménager en 1699 la Grande Cascade. L'eau se déverse sur 52 degrés de marbre rose, orné de statues, portiques et rocailles. La tâche emploie 16 000 soldats pendant 4 ans. Ici s'érigeait le pavillon du Soleil. Par la suite, Louis XV et Louis XVI se font plus rares à Marly. La grande cascade trop onéreuse est remplacée par l'actuel tapis vert. En 1886, le château abritant une filature est démoli. En face de notre hôtel, les chevaux de Marly surplombent l'abreuvoir qui servait de déversoir aux bassins étagés. Édifié au XVIe siècle pour Raoul Moreau, trésorier d'Henri II sur une faille magnétique et selon les règles architecturales du nombre d'or. Le lit du chien. Entrée dans le parc animalier. Les pandas roux prennent leurs aises.
exténués, pourtant ils n'ont pas bougé de la matinée. Petite ville au passé médiéval, Montfort-l'Amaury abrite l'église Saint-Pierre et ses superbes vitraux Renaissance. D'intéressantes gargouilles ornent les côtés de l'abside. L'ancien charnier où les galeries à arcades recouvertes d'une charpente en forme de cône renversé recevaient, suivant l'usage médiéval, les ossements des morts quand le cimetière était plein. Le chemin des impressionnistes perpétue le souvenir des peintres par des plaques reproduisant les tableaux et posées sur les lieux où ils ont été peints. Édifié entre 1675 et 1683 par Jules Hardouin-Mansart pour le duc de Chevreuse, honoré d'Albert de Luynes, gendre de Colbert et ministre d'État. La famille de Luynes et de Chevreuse est toujours propriétaire du château. Le parc a été créé par Lenôtre. Habité par les marquis de Breteuil depuis 4 siècles, le château met en scène une cinquantaine de personnages en cire retraçant les épisodes de l'histoire de France auxquels a participé la famille. Le salon de Marie-Antoinette. Louis XVIII. Le fameux collier de la reine. Le labyrinthe. Le colombier médiéval.
Exposition sur Breteuil à Table. Et voici les grenadiers de Napoléon. La mosaïque de buis. Retour à Montfort-l'Amaury pour la visite du parc du château de Grousset, édifié en 1815 pour la duchesse de Charost, gouvernante des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Charles de Beestéguy, à partir de 1938, y fait édifier des folies. Nous voici dans la tente Tartare. Le temple du labyrinthe. Le théâtre de verdure. Le pont Paladien. Le temple d'amour. La pagode chinoise. La colonne observatoire. Au château de Verduron à Marly-le-Roi, les sphinx ont été réalisés par l'égyptologue Mariette comme pièce maîtresse du pavillon égyptien de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Le château fort du XIVe siècle a abrité au cours des siècles des personnages illustres qui l'ont progressivement transformé en une résidence d'agrément acquise par Louis XIV en 1783. L'ancien domaine royal est aujourd'hui un domaine présidentiel qui accueille périodiquement les chefs d'État invités en France. La chaumière aux coquillages. Louis XIV acquiert ce domaine en 1674 pour en faire don à celle qui deviendra marquise de Maintenon. La marquise laisse le château à une nièce mariée au fils du premier maréchal de Noailles. Maintenon est resté depuis lors dans la famille de Noailles.
grand salon. La galerie des portraits. Au fond du parc, reste d'un aqueduc qui devait transporter l'eau de l'Eure vers les bassins de Versailles. Le chantier ne fut jamais achevé. La cathédrale de Chartres est célèbre pour ses pèlerinages et plus encore pour ses vitraux et le fameux bleu de Chartres du XIIe siècle. 4000 figures sculptées peuplent la cathédrale et 5000 personnages sont présents dans les vitraux. Le portail royal. La clôture du chœur. Le porche et le portail nord. La maison du saumon. Église du XVIe siècle qui conserve plusieurs vitraux d'origine.
Dernier dîner au pied de la cathédrale. Ici s'achève notre périple en cette partie de l'ancien duché de France.